Jake et Rebecca Harrow reviennent aujourd'hui devant les caméras, poursuivis en justice. Ils ont tué leur fils de 7 mois, Emmanuel, après des abus prolongés. Jeudi de retour devant les caméras car c'était la première fois que les Harrow faisaient face aux médias, selon KABC. Carsey? Et je l'ai allongé et j'ai dit que je pouvais préparer ses couches. Quelqu'un m'a dit... Attends, c'est tout ce que je me rappelle. Celui qui a pris notre fils. S'il vous plaît, rendez-le-nous. Ce qu'ils ont dit aujourd'hui au tribunal à propos d'être accusés du meurtre de leur fils alors que son corps est toujours porté disparu. Nous suivons l'affaire sur Law and Crime, je suis Chris Stewart. Les procureurs ont déclaré publiquement qu'ils ont une bonne idée de l'endroit où se trouve le corps d'Emmanuel Harrow. Mais à ce stade, nous ne savons pas où se trouve cet endroit. Et ses parents semblent nier avoir tué leur fils. Jake et Rebecca Harrow sont retournés au tribunal aujourd'hui. Les procureurs affirment connaître ce qui est arrivé à leur fils. Voici une vidéo des Harrow au tribunal aujourd'hui pour leur mise en accusation. Ils étaient apparemment assis de chaque côté de la salle d'audience, ne se sont presque pas regardés, mais ils ont été mis en accusation ensemble lors de la même audience, chacun avec son propre avocat. Leur comparution devant le tribunal a cependant été brève. Encore une fois, ils ne se sont même pas vraiment regardés. Ils n'ont pas vraiment dit grand-chose, mais ils ont répondu aux accusations, et tous deux ont plaidé non coupables. Les Harrow sont accusés de meurtre, ainsi que d'un crime pour avoir déposé un faux rapport. Avant aujourd'hui, ils étaient détenus sous caution d'1 million de dollars, et c'est toujours le cas actuellement. Les Harrow ont contesté les allégations selon lesquelles ils auraient tué leur fils et qu'Emmanuel aurait été victime de mauvais traitements prolongés, ce que soutiennent les procureurs. Jake et Rebecca Harrow se sont exprimés depuis la prison à Brian Rocos du Southern California News Group. Il était au tribunal ce matin pour l'audience et va bientôt me rejoindre pour en parler. Maintenant, les procureurs pensent qu'Emmanuel Harrow est décédé entre le 5 août et le 14 août. Ils disent que le 5 était la dernière fois où ils peuvent confirmer qu'Emmanuel Harrow a été vu vivant. C'est cependant le 14 que la mère, Rebecca Harrow, a appelé le 911 depuis le parking d'un magasin d'articles de sport dans un centre commercial du sud de la Californie, affirmant qu'elle était en train de changer un manuel dans sa voiture lorsqu'un homme est arrivé derrière elle et a dit, je cite, « Hola ». Elle raconte avoir été frappée si fort qu'elle a perdu connaissance. À son réveil, Emmanuel avait disparu. Voici ce qu'elle a raconté à plusieurs chaînes de télévision locales dans les heures qui ont suivi sa déclaration. Et ceci provient de KABC. Carsey. Et je l'ai allongé et j'ai dit que je pouvais préparer ses couches. Et quelqu'un a dit, attends, c'est tout ce dont je me souviens. Les forces de l'ordre ont dit qu'ils ont rapidement trouvé que l'histoire que Rebecca racontait était incohérente. Un journaliste local a affirmé ne pas avoir vu de larmes dans ses yeux lors de son appel émouvant devant la caméra. Lorsque les forces de l'ordre ont confronté Rebecca quelques jours plus tard au sujet des incohérences dans son histoire, ils disent qu'elle a cessé de coopérer. Son mari, Jake Harrow, a aussi raconté une histoire que la police juge mensongère. Celui qui a pris notre fils. S'il vous plaît, rendez-le-nous. Après une semaine d'enquête, les forces de l'ordre ont arrêté les Harrow chez eux le 2 août. Tous deux étaient en pyjama et en caleçon lorsqu'ils ont été conduits aux voitures de police et placés en garde à vue. Quelques jours après l'arrestation, nous avons vu Jake Harrow avec des enquêteurs dans un champ au bord d'une autoroute, à environ 22 minutes de chez lui. Maintenant, nous ne savons pas pourquoi. Jake était là-bas avec les enquêteurs. Interrogé sur ce point et sur la localisation des restes d'Emmanuel, le procureur du comté de Riverside, Californie, a déclaré ceci. Oui, nous avons une indication assez forte de l'endroit où se trouvent les restes du petit Emmanuel. Donc, cette enquête est en cours pour le moment. La prochaine audience dans l'affaire Harrow est prévue pour le 16 septembre. Nous retrouvons à nouveau Brian Rocos du Southern California News Group. Lisez son travail dont l'article d'aujourd'hui sur cette affaire sur pressentreprise.com. Merci encore, Brian. Ça a été un plaisir de vous parler dans ce qui a été une affaire vraiment triste. En ce qui concerne la mise en accusation aujourd'hui pour Jake et Rebecca Harrow, qu'est-ce qui vous a marqué dans ce qui s'est passé dans la salle d'audience? Eh bien, c'était simplement une mise en accusation assez typique. Ces audiences ne durent que quelques minutes.
Les avocats des Harrow, ils ont chacun leurs propres avocats, ont plaidé non coupable en leur nom, puis une autre audience a été fixée au 16 septembre. Et ce sera, en quelque sorte, une audience de procédure. Ce qui est notable concernant les avocats eux-mêmes, c'est que vos téléspectateurs pourraient se souvenir de l'affaire de David et Louise Turpin à Paris, en Californie. Ils avaient 13 enfants et ils ont été envoyés en prison pour abus, négligence, torture et parjure. Et l'avocate de David dans cette affaire du bureau du défenseur public, elle est l'une des avocates de Jake et l'avocate commise d'office pour Louise Turpin. Il a été nommé avocat pour Rebecca Harrow. Ce sont donc des avocats très expérimentés, avec des affaires très sérieuses. Ils ont tous au moins 20 ans d'expérience, tout comme le procureur, qui est un procureur de très haut rang au sein du bureau du procureur du comté de Riverside. C'est l'assistant du procureur du district, Brandon Smith. Je sais qu'ils l'étaient tous les deux. Ils ont donc été arrêtés en même temps et détenus séparément. Ils étaient à cette même audience en même temps, mais ils ont des avocats différents. Comment voyez-vous l'évolution des affaires si cela devait aller en procès? Eh bien, d'après ce que Jake m'avait dit lors l'entretien que j'ai eu avec lui en prison, il a dit que Rebecca est innocente, mais il ne voulait pas parler de sa propre culpabilité. S'il en avait une, vous savez, je lui ai donné l'occasion de dire que c'était un accident, quelque chose comme ça, mais il n'a pas voulu en parler. Donc, je pense que Jake ne se retournerait pas contre sa femme. Je ne sais pas si Rebecca se retournerait contre son mari. Parfois, dans ces affaires ou avec plusieurs accusés, les avocats y travaillaient de concert les uns avec les autres, mais cela pourrait aussi se passer autrement. Pour l'instant, il est encore très tôt dans l'affaire. Il est difficile de savoir comment cela va se dérouler. Progressivement, des requêtes pourraient apparaître. Il pourrait y avoir des choses que les avocats diront au tribunal qui pourraient nous donner un aperçu de la façon dont ils vont gérer cela. Je me souviens que lors de ton entretien avec Jake, il avait évoqué un moment où il essayait de dire quelque chose à Rebecca. Il l'a vraiment soutenue. Il a dit qu'il l'aimait. En observant leur langage corporel, ils m'ont paru tous deux assez stoïques au tribunal, comme le montrent certaines vidéos vues aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a marqué dans leur façon d'interagir? Eh bien, ils étaient assis de chaque côté de la salle d'audience. Je suis sûr que les autorités voulaient les empêcher de communiquer. C'est peut-être pour ça qu'ils sont dans des prisons séparées. D'ailleurs, tous deux sont en détention préventive. Et c'est assez typique lors des audiences de tribunal, les prévenus restent simplement assis là. Ils ne réagissent pas. Ils ne peuvent certainement pas se faire de signes. On pourrait dire que c'est une infraction mineure. Ils sont juste restés là, et l'audience était très courte, peut-être 3 ou 4 minutes. Jake est resté là, les bras croisés. Il n'a parlé qu'une fois, pour répondre oui à une question du juge. Et Rebecca n'a rien dit du tout. Je ne les ai pas vraiment vus se regarder. Ça aurait été difficile de toute façon parce que les avocats étaient placés de telle manière que les accusés étaient pratiquement cachés de la vue des médias. On pouvait voir Jake un peu mieux. Mais rien ne s'est vraiment démarqué en ce qui concerne le langage corporel, les expressions du visage ou quoi que ce soit de ce genre. Quand vous avez interrogé Jake en prison et qu'on l'a vu dans ce reportage après Emmanuel et qu'ils affirmaient qu'il avait été kidnappé, Jake était ému. Il regarde un peu la caméra et il dit « S'il vous plaît, que quelqu'un ramène mon fils à la maison, quelque chose comme ça. » Et puis, on le voit au tribunal. Il est très stoïque. Comment décririez-vous la façon dont il est quand on lui parle? Comme ses manières, vous voyez, et qui il est vraiment quand on lui parle, et je pense non seulement à vous, mais aussi aux détectives qui se sont assis avec lui pour essayer de comprendre ce qui est réellement arrivé à ce garçon. Il semblait un peu dépassé par les circonstances quand je lui ai parlé.
Il ne s'est pas effondré, mais il s'essuyait constamment la sueur du visage. Il a dit qu'il voulait donner son signe, mais son avocat lui a conseillé de ne pas le faire. Mais il n'était pas défiant, il n'était pas triste. Il n'agissait pas comme s'il était inquiet ou pas inquiet, mais simplement, il semblait en sueur et dépassé. Et il a dit, « Tu sais, j'ai dit, que dirais-tu à Emmanuel si tu pouvais ?» Et il a dit, « Je t'aime, mon pote. » Qu'as-tu ressenti lors de ces interviews où tu ne sais jamais vraiment à quoi t'attendre? Et puis après tout ça, et c'était aussi après qu'on l'ait vu dehors, tu sais, sur le bord de l'autoroute, et tu sais, on ne sait pas ce qu'il a dit au détective, tu sais, et d'après ce que les procureurs ont dit, il n'a pas avoué ou quoi que ce soit comme ça. Mais même à ce moment-là où il dit « Je t'aime, mon pote », qu'est-ce qui te traversait l'esprit quand tu as entendu ça? Ça. Il cherchait juste quelque chose à dire. Ça ne semblait pas calculé, mais il devait probablement... À ce moment-là de l'entretien, quand il a dit que Rebecca est innocente et qu'il ne voulait pas parler de son rôle, je veux dire, c'était assez clair que quelque chose s'était passé. Et vous savez, il n'a pas dit qu'Emmanuel avait été kidnappé. Et donc, à ce moment-là, vous savez, je me demande vraiment, vous savez, j'essaye de ne pas apporter de jugement sur la culpabilité ou l'innocence, mais quand il dit « je t'aime, mon pote », ça sonnait un peu creux, simplement parce que, quand il m'avait dit plus tôt, ça donnait l'impression que quelque chose s'était passé. Peut-être que c'était quelque chose qu'il a dit par regret. Encore une fois, lui et Rebecca sont tous les deux présumés innocents. Donc, vous savez, qui peut savoir ? Cela pourrait prendre une tournure à laquelle on ne s'attend pas. Mais, vous savez, pour ce qui est de ce que c'était, je veux dire, quand on est en prison, ce ne sont pas des endroits accueillants. J'ai parlé quasiment en face à face avec Rebecca, avec une vitre en plexiglas entre nous. Jake, c'était un peu différent. Nous étions dans des bâtiments différents et c'était une connexion vidéo comme on fait ici. Mais les prisons sont des endroits froids et solitaires et je n'aime pas y passer plus de temps que nécessaire. Et je suis content de pouvoir partir, tu sais, quand je veux. Et, tu sais, mais tu prépares l'entretien, tu as quelques questions que tu penses bien vouloir poser. Tu gardes toujours à l'esprit que tu pourrais devoir changer de direction si ça prend une autre tournure. Donc, c'est un peu intense parce que tu es constamment en train de penser « D'accord, il a dit ça. Que dois-je dire et quelle importance y accorder ? Où est-ce que je vais à partir de là ? Et tu veux qu'il continue à parler, donc tu n'y vas pas en mode cow-boy, tu vois, en disant, tu sais, est-ce que tu as tué Emmanuel parce que tu ne veux pas qu'il te ferme la porte au nez ? Donc c'est juste... c'est étrange et intense, et tu ne sais pas ce qui va se passer, comme tu l'as dit, et... Tu ne sais pas, tu vois, on m'a menti. J'ai eu des confessions. Je me contente d'écrire ce que j'entends, et je laisse les choses se dérouler, et je laisse les gens décider par eux-mêmes ce qu'ils pensent de ce que disent les accusés. Tu sais, quand Jake Arrow, tu sais, les gens ont commencé à s'intéresser à son passé une fois que son nom, tu vois, et qu'il a mis son nom dans les actualités. Tu sais, c'est lui qui était dans la télévision regardant la caméra et disant ça. Donc, Exactement. tu sais, clairement, s'ils sont coupables de ce dont on les accuse, ils l'ont vraiment cherché eux-mêmes. Mais en même temps, c'est eux qui sont apparus à la télé. Et puis, une fois que les gens commencent à fouiller dans le passé de Jake Carl et qu'ils voient la condamnation pour cruauté envers les enfants, mais qu'ils voient aussi la peine, ou plutôt l'absence de peine qu'il a reçue. Il était en probation. Et Michael Estron, le procureur du comté de Riverside, dont le bureau poursuit cette affaire, n'a pas mâché ses mots. Il estime que la peine était légère et que Jake Carl s'en est très bien sorti. Depuis la conférence de presse, quel est le ressenti? Je vois le buzz sur les réseaux sociaux, mais comme tu es dans le comté de Riverside et couvres cette région, quelles ont été les réactions à l'affaire précédente impliquant Jake Carl?
Eh bien, je prévois d'écrire un article sur la décision du juge. Je prévois de contacter différents experts dans le domaine, si tu veux, la défense pénale, la magistrature, ce genre de choses, juste pour essayer de connaître leur avis sur ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Et quelqu'un à qui j'ai parlé, c'était une conversation officieuse juste pour connaître son avis. Mais il a dit que cela pourrait sembler léger, mais qu'il pourrait aussi y avoir des circonstances atténuantes. Jake n'avait pas de casier judiciaire. Et il y a eu une pression sur les juges pour éviter d'envoyer les gens en prison en Californie. Le juge s'est peut-être dit, voilà une occasion de donner une chance à ce gars, et peut-être qu'il semble sincère. Alors, on va l'envoyer à un programme de 52 semaines pour les auteurs de violences envers les enfants. Et on espère que cela l'aidera à ne pas récidiver. Mais le shérif du comté de Riverside, Chad Bianco, m'a dit qu'il considère Jake comme ce qu'il appelle un agresseur d'enfants expérimenté. Donc le shérif a dit que Jake sait quoi dire, sait quelles questions vont être posées, sait ce qui va être dit au tribunal et sait comment manipuler le système. À son avantage. Une chose qui est dans notre histoire aujourd'hui et qui est assez intéressante, lorsque vous allez à l'un de ces programmes pour contrevenants à la conduite en état d'ivresse ou pour auteurs de violences domestiques, ils déposent un dossier auprès du tribunal, un rapport comme un bulletin à la fin du cours, et il y avait 52 cours sur une année. Et le conseiller, il cochait une case de 1 à 10. Quelle est la probabilité que la personne récidive? 10 étant le plus élevé et 1 étant le plus bas, 1 étant le moins probable. Et c'est ce que Jake Harrow a obtenu. Le moins susceptible de récidiver. Et encore une fois, il s'agit du suivi psychologique qu'il a reçu après la condamnation de 2023. Et juste très brièvement, il est indiqué que M. Jake Harrow continue d'assister à ces séances assignées de cours de parentalité. Il a beaucoup participé aux cours. Il a fait preuve de beaucoup de perspicacité concernant son comportement et nous pensons qu'il a bénéficié de ces cours. Donc, tu sais, est-ce qu'il a embobiné les conseillers? Ou est-ce que c'est vrai qu'il a vraiment eu une prise de conscience et encore une fois, il n'a pas été condamné dans l'affaire Emmanuel, mais tu lis quelque chose comme ça, puis tu vois les accusations contre lui et tu te demandes, est-ce qu'il a embobiné ses conseillers? Et j'ai contacté le programme de conseil et ils n'ont pas répondu. Je pense aussi, d'une certaine façon, qu'il avait une violation de probation pour laquelle il devait passer au tribunal en septembre, à l'époque où il était. Quand il a été arrêté pour, enfin, cette affaire était déjà comme s'il avait enfreint, pas en récidivant sur ce dont il était coupable, mais il a bien violé, ou on l'a accusé d'avoir violé cette probation, n'est-ce pas? Oui, c'est un criminel ou un toxicomane en possession d'une arme à feu. Et donc cette affaire, ainsi qu'une autre affaire, ont été regroupées dans l'affaire de meurtre. Et donc les avocats dans l'affaire Emmanuel le représentent aussi dans ces autres affaires. Donc oui, il va absolument devoir gérer cette autre accusation, l'accusation liée à l'arme à feu, la violation de probation. Mais bien sûr, ce ne sont que des peccadilles comparées à ce qu'il affronte maintenant. Est-ce que tu entends autre chose? Parce que l'autre partie de la conférence de presse qui était un peu inquiétante, c'est quand le procureur a été interrogé pour savoir s'il savait où se trouvaient les restes d'Emmanuel, et il a répondu qu'il en avait une assez bonne idée, mais il n'a pas voulu en dire plus. Il ne semble pas qu'il y ait une recherche très publique comme si... Il savait où il était, pensant qu'il avait été placé dans un champ ou un endroit où on s'y attendrait s'il connaissait l'emplacement. Est-ce qu'on en apprend plus sur ce que le procureur voulait dire par là? Non, on n'en sait pas plus.
j'ai contacté le shérif du comté de San Bernardino pour m'informer sur les recherches. Et ils ont dit, nous ferons des recherches à pied lorsque nous aurons des pistes qui nous pousseront à aller dans une certaine direction. Donc, ils ne sont clairement pas en train de retourner des pierres ou de chercher au hasard dans des endroits quelconques. Mais ce que Mike Hestron voulait dire par « nous connaissons l'emplacement général », je ne sais pas vraiment. Parce que s'ils l'avaient tout fait dont ils sont allés dans cette zone, cette colline broussailleuse, et on pourrait supposer que quand ils parlent de « on pense savoir où il est », ils parlent de cet endroit-là. Parce que c'est apparemment là où Jake Arrow les a menés, où ils avaient des raisons de croire qu'Emmanuel pourrait s'y trouver. Et ce qui est étrange, c'est que s'ils pensaient vraiment qu'il était là, pourquoi n'entend-on pas parler d'eux en train de creuser toute la colline? Je veux dire, ça n'arrive tout simplement pas. Donc, c'est un mystère quant à ce qui se passe exactement avec cet aspect de l'enquête. C'est une façon intéressante de répondre alors qu'ils pensent avoir les preuves de ce schéma de maltraitance ayant coûté la vie à Emmanuel. Mais la question reste, où sont les restes? Et nous verrons. Au fur et à mesure que plus d'informations seront révélées, si la découverte a lieu et que l'on arrive à la phase du procès, nous verrons comment tout cela se déroulera. Et dernière question, Brian, c'est un peu à brûle-pourpoint, mais je pensais justement à l'affaire Turpin qui a été très médiatisée dans le comté de Riverside. Je veux dire, c'était une affaire horrible de négligence et de maltraitance. Et que te rappelles-tu de la façon dont le bureau du procureur a géré cette affaire et à quoi les gens peuvent-ils s'attendre concernant la manière dont le procureur du comté de Riverside pourrait gérer celle-ci? Eh bien, ils ont déposé 88 chefs d'accusation contre David et Louise Turpin et ont finalement fini par essentiellement conclure un accord de plaidoyer sur 14 chefs d'accusation. Et comme on me l'a expliqué, c'était essentiellement un pour chacun des 13 enfants. C'était une poursuite difficile pour eux parce que les victimes étaient très atteintes sur le plan cognitif. Et Mike Hestron a dit qu'il était prêt à les faire témoigner si c'était nécessaire, mais je ne pense pas qu'il le voulait vraiment. Et donc je suis sûr que il l'était. Très intéressé à conclure un accord, je veux dire, personne ne me l'a dit, mais étant donné les circonstances et ce dont il disposait en termes de témoins, je pense que c'était un résultat assez prévisible. L'affaire Emmanuel, c'est très différent. Je pense beaucoup à cause de la pression du public, et Mike Hestron est un politicien. Il est élu tous les 4 ou 6 ans. Il a déjà dit qu'il n'y aurait aucun accord de plaidoyer. Donc, et ça va être différent parce qu'on ne sait pas qui sont les témoins, qu'est-ce qu'ils ont, qui peuvent-ils faire témoigner à la barre? Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout avec ça. Hestron a personnellement mené à bien une affaire sans corps l'année dernière, mais il avait beaucoup de preuves circonstancielles dans ce dossier. Il avait des messages textes incriminants, il avait des images de vidéosurveillance. Et, jusqu'à présent, nous ne savons pas ce qu'ils ont. Nous avions demandé les déclarations sous serment rédigées pour obtenir le mandat d'arrêt et les mandats de perquisition. Et celles-ci ont été refusées par le bureau du procureur du district et le bureau du shérif invoquant l'enquête en cours. Donc, ils doivent exposer leurs arguments dans ces documents. Et donc, je suis sûr qu'ils vont garder ça aussi longtemps qu'ils le pourront. Mais évidemment, ils sont tenus de remettre tous les documents aux avocats de la défense, juste pas au public de l'Union nationale des étudiants. Il y a tellement d'éléments dans de nombreuses histoires actuelles, surtout nationales. Et quand vous avez des blogueurs qui suivent ça, ces rapports sur ce qu'ils ont trouvé, ce qu'ils n'ont pas trouvé grâce à des sources anonymes. Et ils n'ont vraiment pas publié beaucoup d'informations à part donner les grandes lignes entre le 5 août et le 14 août et ils pensent qu'il s'agissait d'abus de longue date. Et à part ça, ils sont restés plutôt discrets dans l'ensemble. Donc ce sera intéressant de voir ce qu'il y a dans ces documents. D'accord. Et ils vont devoir exposer leur dossier dans une certaine mesure lors de l'audience préliminaire.
dont on ne sait pas exactement quand elle aura lieu. Ils ont fixé une date, mais ça, c'est juste de la fantaisie. Ça prendra beaucoup plus de temps que ça. Mais c'est ce qu'on attend si les documents ne sont pas publiés. Ils vont devoir présenter un dossier légitime. Ils ne pourront pas simplement dire « Vous savez, Emmanuel a disparu. Il était sous la garde de ses parents. » Les versions étaient incohérentes. Je veux dire, je ne peux pas imaginer que le juge les renverrait en procès pour ça. Donc ils vont devoir en avoir beaucoup plus. Et juste une dernière petite remarque. Jeff Moore, l'avocat de Rebecca aujourd'hui au tribunal, a déclaré que les crimes auraient eu lieu à Cabazon, où vivent les parents, et qu'il y a un palais de justice plus proche à Banning, dans le centre du comté de Riverside. C'est à environ 45 minutes à l'est à Riverside. Et il pensait qu'il serait plus approprié de tenir le procès ou l'affaire là-bas, ce qui est un peu étrange parce que le bureau de Jeff Moore, le bureau du procureur du district et le bureau de l'avocat commis d'office se trouvent tous à un pâté de maison du palais de justice de Riverside. Donc, déplacer l'affaire ne serait certainement pas pour la commodité des avocats. Et je suppose qu'il espérait que les hordes de médias ne feraient pas le déplacement jusqu'à Banning pour l'affaire. C'est une conclusion logique, mais je ne peux pas dire avec une certitude absolue que c'est la motivation de Jeff Moore. Oui, très intéressant si c'est la stratégie. Nous verrons comment tout cela se déroule. Brian Rocos du Southern California News Group. Lisez ses articles sur pressenterprise.com. Merci de rester avec nous sur Law and Crime. Oui, avec plaisir, quand vous voulez. Excellent travail. C'est tout pour On the Case présenté par Law and Crime. On se retrouve la prochaine fois.